une ce soir, le 1er décembre, journée mondiale de lutte consacrée au virus du sida. Notre département reste le plus touché de France. Séance de sensibilisation à suivre avec les lycéens de Balata ce matin dans votre journal. Et les élections pour la CTG auront lieu dès ce dimanche pour le premier tour. Parmi les colistiers, des jeunes se positionnent pour défendre leurs idées. Portrait à suivre d'Éline Grand-Émile sur la liste de Fabien Canavi et José Makébé pour celle de Rémi-Louis Budoc. La gendarmerie regroupe plusieurs corps de métiers et cela est souvent ignoré. Entre sous-officiers administratifs, techniques ou encore des réservistes, les perspectives de carrière sont nombreuses, des vocations qui vous seront présentées dans quelques instants. Et puis, nous finirons en musique avec l'artiste Sugar Kawar, originaire de Saint-Laurent. Ce jeune chanteur monte désormais seul sur scène après plusieurs années passées au sein d'un groupe reggae, R&B, hip-hop, dancehall, tout son univers à découvrir dans quelques instants. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre journal de ce mardi 1er décembre. Une tranche d'informations un peu remaniée suite à quelques problèmes techniques. C'est ensuite, après avoir réglé ces problèmes, que nous avons pu prendre l'antenne. Et on démarre avec la journée mondiale de lutte contre le sida, je vous le disais en titre, et c'est comme chaque année l'occasion pour plusieurs manifestations qui ont lieu notamment auprès des plus jeunes pour les sensibiliser à la maladie incurable et les inciter à s'en protéger. Au lycée professionnel de Balata, la tradition veut que les élèves aient droit chaque mardi à une présentation de ce virus et de ses effets. Aujourd'hui a surtout été l'occasion pour les professionnels d'insister et de pousser les jeunes à se faire dépister. Ayodele Germain. Un peu de gêne au début, mais au cours des explications, les langues se délient. Tous les mardis, ces lycéens participent à une séance éducative sur la sexualité et les risques qu'elle comporte si on ne prend pas certaines précautions. Sur l'estrade, des agents de la Croix-Rouge. C'est pas montrer des choses pour choquer, c'est montrer des choses pour prendre conscience et ouvrir un esprit qui était souvent dans un côté je risque rien, je suis jeune, je mets des capotes donc je prends pas de risque, sauf que bien sûr qu'on met des capotes, mais pas tout le temps, c'est ça le problème. MST, grossesse précoce, moyens de protection et de contraception, aucun thème n'est négligé. Aujourd'hui, démonstration de l'utilisation du préservatif, code couleur à l'appui. Alors en fait, le préservatif vert, donc c'est pour les tailles normales, enfin c'est une taille moyenne, et les préservatifs rouges, c'est pour des tailles plus importantes, voilà. Puisque chaque morphologie est différente, donc chaque sexe a une taille différente, donc au moins c'est plus visuel pour eux, donc ils savent, à partir du moment où ils savent quelle taille il faut mettre, ils n'ont plus qu'à prendre la taille qui leur correspond, et puis voilà. Si les dangers de ne pas se protéger sont bien assimilés, le principe de précaution est encore à travailler. Ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que quand tu as quelque chose qui ne va pas vers ton sexe, tu te sens pas normal, c'est tout de suite il faut aller pour te faire voir le docteur, le médecin pour savoir qu'est-ce que vous avez comme problème. Si on avait juste posé des questions avec des questionnaires pour voir s'ils ont bien compris ce qu'on a dit ou pas dit, je pense que c'est très intellectuel et c'est pas le but. Le but c'est qu'ils viennent se faire dépister. Et quand on voit qu'ils viennent se faire dépister, on sait qu'on est efficace. Donc voilà, il n'y a pas à se poser de questions à la mesure où notre intervention se traduit par beaucoup de jeunes qui viennent ensuite se faire dépister après avoir assisté à notre intervention. Journée de lutte contre le VIH ou pas, la campagne de sensibilisation auprès des jeunes Guyanais se poursuit tout au long de l'année. Le 5e colloque sur l'autisme a débuté aujourd'hui et se poursuit jusqu'à demain dans l'auditorium de la mairie de Remire-Montjoly. Cette année, les professionnels se sont penchés sur les possibilités et les limites de la scolarisation jusqu'à l'insertion professionnelle des personnes autistes en Guyane. Un colloque qui a rassemblé une centaine de professionnels encadrants, enseignants, avec pour objectif de permettre aux personnes autistes d'être suivies dans de meilleures conditions de l'école jusqu'au marché de l'emploi. Sachez que ce colloque est gratuit et ouvert à tous. On écoute tout de suite une psychologue du centre de ressources autisme. Jusqu'à présent, on a beaucoup pris en charge les petits et peu pris en compte les adultes. Et là, c'est vrai qu'avec le 3e plan autiste, on est vraiment dans une dynamique de vouloir savoir la suite, dans un continuum de vie, savoir qu'est-ce qu'on peut faire. L'autisme, on en a en Guyane, on ne les voit pas encore beaucoup parce que les diagnostics sont encore en cours, mais c'est une prise en charge qui est vraiment particulière, spécifique. Et si on n'a pas les compétences
nous, professionnels et parents, de prendre en charge ces enfants, c'est vrai que ça peut faire des dégâts et on peut avoir des difficultés. Donc le but, c'est vraiment de sensibiliser la population aux particularités de ces personnes. On demande la participation des professionnels parce que le grand public attend des réponses, des structures qui sont déjà bien engagées. Donc on a reçu effectivement la MDPH, la RS, l'ADAPI, l'Éducation nationale, les AT, les Atmatiti. Et donc c'est vrai qu'on a reçu également des parents qui ont pu témoigner de leur vécu, du parcours de leur enfant. Et donc toutes ces personnes réunies vraiment font avancer la question de la prise en charge de l'autisme en Guyane, notamment des tout-petits jusqu'à l'âge adulte. Voilà donc une interview réalisée par Ayodele Germa. En bref, maintenant, ce fait divers. Hier après-midi, aux alentours de 17h, 2 hommes armés s'en sont pris au chef de centre de la caserne de pompiers de Saint-Georges, non loin du bourg de la commune. Ils ont tiré à plusieurs reprises sur son domicile, puis ont pris la fuite. Selon nos confrères de France Guyane, il semblerait que l'attaque visait en fait le neveu du responsable des pompiers, le jeune garçon pompier, lui aussi, avait eu avec ces 2 hommes une altercation la veille. Les enquêteurs ont été déplacés, ont été dépêchés sur place. Les 2 hommes sont encore recherchés à l'heure actuelle. Politique maintenant, dernière ligne droite avant le premier tour des élections pour la collectivité territoriale de Guyane ce dimanche. La CTG, ce nouvel organe qui siégera en lieu et place des conseils généraux et régionaux et va se répartir en 8 sections sur le territoire guyanais. Et parmi les têtes de section, 2 jeunes s'affirment et se préparent à relever le défi de la politique auprès de leur communauté. Éline Grand-Émile pour la Basse-Mana sur la liste de Fabien Canavi et José Makébé sur la section des Savanes, colistiers de Rémi-Louis Budoc, leur portrait signé Stéphane Govinda. Éline Grand-Émile. Et en fait, je viens toquer aux portes des habitants d'Irakubo parce que je me suis engagée aux côtés de cet homme, monsieur Fabien Canavi. Faites confiance à la liste conduite par Rémi-Louis Budoc parce que nous avons eu le courage de nous maintenir. Nous avons eu le courage d'être jusqu'ici encore pour vous offrir ce choix politique. La méthode n'est pas la même, mais la ferveur est partagée. Dans cette bataille pour la collectivité unique, la jeunesse a le vent en poupe. Je trouve que c'est bien qu'ils se préparent pour la politique de demain. Mais aux jeunes, justement, de prendre le relais. Nous, on doit être là, on doit montrer l'exemple, on doit aller dans les bureaux de vote, mais les jeunes aussi doivent le faire. Pour les personnes qui comprennent quelque chose à la politique, je les encourage à continuer. Éline Grand-Émile et José Makébé sont tous les 2 jeunes. Ils ont tous les 2 des projets pour la Guyane et ils sont tous les 2 engagés en politique. Je veux leur dire qu'ils doivent s'engager pour le pays, la Guyane. Parce que sans leur mobilisation, la Guyane ne sera pas développée, ne sera pas construite. Et donc nous devons nous engager. Les jeunes devraient s'engager en politique parce qu'il est important d'avoir une vision globale de son territoire et du futur de son territoire. Ça ne peut pas se faire sans nous, ça doit se faire avec nous et pour nous. Cette liste m'a choisi également parce que je suis juriste de formation. Je suis contre l'injustice. Je suis pour que les habitants de ce territoire connaissent leurs droits. Un engagement né d'une volonté de mieux représenter les populations autochtones pour Éline Grand-Émile, d'origine amérindienne. José Makébé, lui, est porté par l'envie de développer l'économie de son pays. Donc il faut désenclaver ce territoire. Et ce n'est pas un gros mot. Nous sommes des citoyens de la République. Et donc nous devons utiliser la notion de continuité territoriale et continuité du service public pour permettre ce développement. Plus de 32 000 Guyanais aujourd'hui ne sont pas raccordés en eau potable. Donc il nous faudra imposer à un moment donné à l'État de prendre ses engagements pour le minimum syndical, l'accès à l'eau potable, à l'énergie et au numérique. Des convictions politiques différentes, si José Makébé milite pour l'UDI et suit les traces de Rémi-Louis Budoc, Éline Grand-Émile a choisi de rallier la liste de Fabien Canavi et du MDES. J'ai eu envie de m'impliquer physiquement et avec d'autres jeunes et avec des personnes d'expérience pour que les choses dans ce pays changent et que la vie des habitants de ce territoire s'améliore, les conditions de vie s'améliorent. Motivée, infatigable, la nouvelle garde politique n'hésite pas à parcourir l'ensemble du territoire pour porter les idées de leurs mentors. Pour Éline Grand-Émile et José Makébé, cette élection est un tout premier engagement politique. Les 2 jeunes têtes de section misent sur la nouvelle collectivité territoriale pour donner de l'élan à une future carrière politique.
Et à quelques jours des élections, votre premier grand débat politique aura lieu ce soir sur votre antenne à TV Guyane. Rémi-Louis Budoc de la liste La Force pour bâtir la Guyane, Fabien Canavi de la liste Nous sommes Guyane et Alain Thienliong de la liste Pour une Guyane audacieuse vont s'affronter en direct ce soir. Ils seront arbitrés par les présentateurs Gilles Vernet et le chroniqueur Farouk Amri. Une émission à retrouver juste après cette tranche d'information à partir de 20h. Parlons maintenant jeunes et emploi. Il existe diverses manières de faire carrière au sein de la gendarmerie et avec plus de 600 candidatures cette année, la gendarmerie est une source de vocation pour beaucoup de jeunes Guyanais, des vocations au pluriel car ces métiers assez méconnus sont divers. Exemple, Louis fait partie des sous-officiers dans la gendarmerie où il exerce en tant qu'électricien tandis que Jean-Marc, lui, est réserviste. Jonathan Lariot les a rencontrés pour vous. Louis, 26 ans, est électricien. Chaque jour, il est amené à s'occuper de plusieurs installations électriques de ce type. Mais le cas de Louis est assez atypique. En effet, c'est au sein de la gendarmerie qu'il aura découvert son métier. Je ne savais pas qu'il y avait ce genre de poste en tant qu'en gendarmerie. C'est vraiment quand je suis venu prendre des renseignements au recrutement que j'ai découvert tout ce genre de spécialités et tout, et ça m'a plu. Et après, il y a des alternatives. On peut entrer en tant que sous-officier, on est en concours interne. Comme en externe, si on est bachelier, on a droit à 6 concours au total, 3 internes et 3 externes, ce qui est pas négligeable à mon goût. Jean-Marc, lui, a toujours voulu devenir gendarme. Aujourd'hui, il est réserviste et il est en phase d'intégrer la caserne de Matoury. On peut servir à quelque chose, même en étant jeune. Vu les derniers temps qui arrivent, ils parlent beaucoup des jeunes en mal. Bon, il y a aussi des jeunes qui essaient de faire des choses bien. On n'est pas tous pareils. Et voilà, moi ça m'apporte déjà de montrer aux gens que voilà, les jeunes peuvent faire autre chose que ceux qui pensent qu'on fait d'habitude. Tous les ans en Guyane, plus de 500 candidatures sont enregistrées au sein des différents corps de gendarmerie. Électriciens, mécaniciens, secrétaires, ils sont plusieurs comme Jean-Marc et Louis à avoir trouvé leur voie. Pour le major Claude, qui a rejoint la gendarmerie depuis une vingtaine d'années, son parcours et sa carrière sont un exemple. À l'époque, donc, j'étais à l'armée, j'étais donc sergent. Et j'ai vu qu'il y avait donc un concours gendarmerie, donc je l'ai passé, hein, sans pour autant, c'était pas une vocation. Je n'avais aucune notion de la gendarmerie quand je suis entré, même si la gendarmerie fait partie intégrante de l'armée, j'avais aucune notion. Ceci dit, je n'avais nullement l'intention de rester gendarme pendant toute la carrière. Raison pour laquelle j'étais toujours volontaire, je voulais toujours préparer l'examen d'officier de police judiciaire. OPJ, pour pouvoir passer au grade supérieur. Le recrutement au sein de la gendarmerie se fait sur toute l'année. Plusieurs types de postulats sont possibles. Pour connaître les conditions, les tenants et aboutissants, il suffit de se rendre sur le site recrutementgendarmerie.fr. Et pour en parler, notre invité ce soir est le major Philippe Boitel, chef du centre de recrutement de la gendarmerie de Guyane. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous recrutez donc tout au long de l'année. Ce soir, nous avons choisi de mettre en lumière les métiers les plus méconnus de la gendarmerie qui sont divers, comme on le disait tout à l'heure. Alors aujourd'hui, quels sont les corps de métier dans lesquels peut-être vous manquez de bras ? Bien, écoutez, au niveau de la gendarmerie, comme vous le disiez, nous recrutons systématiquement dans tous les corps de métier, que ce soit dans les carrières administratives, techniques ou logistiques, dans les métiers de la maintenance, par exemple automobile, que ce soit les mécaniciens, les carrossiers peintres, les électriciens auto, dans le domaine de la maintenance des infrastructures immobilières. Donc on a vu un électricien, on a des plombiers, tous les corps de métier du bâtiment. Et pas seulement en tout cas ceux qu'on voit de façade. Voilà. Pas forcément le métier de gendarme que l'on voit traditionnellement comme force présente notamment souvent sur les axes routiers. On recrute également aussi dans le domaine du soutien de l'homme, dans les métiers liés à la restauration collective, l'hôtellerie, le secrétariat, la comptabilité. Alors, vous vous adressez surtout aux jeunes de 17 ans à 36 ans maximum. Quelles sont pour eux les perspectives d'avenir ? Alors les perspectives d'avenir, on peut dire que la gendarmerie propose un véritable ascenseur social parce qu'on peut très bien intégrer la gendarmerie sans être titulaire d'un quelconque diplôme par le voie la voie de la réserve, par le voie la voie des gendarmes adjoints. Y compris le bac ?
et éventuellement aussi, il faut le bac pour pouvoir être sous-officier. Donc pour les jeunes qui ne sont pas titulaires d'un baccalauréat, l'accès peut se faire par la voie d'un concours interne qui est proposé aux réservistes, mais aussi aux gendarmes adjoints que l'on cible, donc une catégorie de jeunes âgés de 18 à 26 ans maximum. Justement, vous parliez de réservistes et de gendarmes sous-officiers. Quelle est la différence entre les deux ? Alors le sous-officier est un personnel qui va accomplir, qui se destine totalement au métier de gendarme ou au métier du soutien. Le réserviste, c'est un jeune homme, une jeune femme qui est lycéen, qui est étudiant, qui est salarié ou autre, et qui, dans le cadre d'une démarche citoyenne, vient proposer ses services à la gendarmerie et renforcer de manière ponctuelle, en fonction de ses disponibilités et des besoins de la gendarmerie. Il propose donc ses services pour intégrer le service journalier et donc faire le lien, l'interface la plus efficace possible entre la population et l'institution gendarmerie. Un peu comme une forme de service civique peut-être ? Voilà, on peut éventuellement le comparer un petit peu à ça. Voilà. Quels sont les critères pour intégrer la gendarmerie ? Alors pour intégrer la gendarmerie, les prérequis sont la nationalité française, impérativement, et avoir accompli les obligations du service national, donc soit la JAPD, soit la JDC, donc journée d'appel et de préparation à défense, ou journée défense et citoyenneté. Voilà. Ces jeunes vont donc ensuite devoir passer un concours. Voilà, donc en fonction du niveau détenu, ils vont passer des concours soit pour être officier, donc si on est titulaire d'un Master 2, on peut être recruté comme officier, si on est titulaire d'un baccalauréat comme sous-officier. Donc les concours sont des concours nationaux, où nous sommes d'ailleurs en phase finale d'enregistrement des candidatures pour les officiers jusqu'au 18 décembre, pour les sous-officiers jusqu'au 9 décembre. Donc les épreuves sont constituées d'épreuves de culture générale et ensuite d'inventaire de personnalité sous forme de QCM, puis d'épreuves sportives et d'entretien. Rien de très effrayant pour les jeunes peut-être ? Rien de très effrayant pour les jeunes. Voilà, pour nos réservistes, ensuite, c'est une batterie de tests psychotechniques et de culture générale et de compréhension. Major Boitel, dites-nous, dans la conscience guyanaise, on a observé en fait qu'un gendarme égale militaire venant de métropole. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui et qu'est-ce que vous constatez ? Oui, tout à fait. Dans l'inconscient collectif, effectivement, on a toujours tendance à assimiler gendarmerie avec donc une origine métropolitaine et que les métiers de la police sont plus orientés, destinés aux jeunes Guyanais. Alors justement, peut-être comment ça s'explique ? Alors je ne sais pas, c'est peut-être une manière, j'ai pas de réponse à apporter, donc c'est pour ça qu'on tient donc à pouvoir expliquer à cette jeunesse que nous avons besoin de toutes les bonnes volontés et surtout de gens de toutes origines, de manière à pouvoir valoriser le service, favoriser le lien avec la population et de manière à pouvoir faire remonter les renseignements, améliorer le contact et surtout améliorer le service rendu à la population pour améliorer nos résultats. Justement, donc vous allez surtout vous adresser aux locaux dans cette campagne de recrutement ? Tout à fait, pour leur dire que voilà, ne pensez pas que nous ne ciblons que les gens d'origine métropolitaine, bien au contraire, nous avons besoin de tout le monde. Voilà. Un mot maintenant sur cette actualité. Bien sûr, on a vu que l'armée, au niveau national, avait enregistré énormément de demandes, des candidatures de personnes qui, suite aux attentats de Paris, souhaitaient donc entrer dans les forces de l'ordre, que ce soit police, que ce soit gendarme. Qu'est-ce qu'on observe ici ? Alors ici, je n'ai pas constaté de grands changements, si ce n'est que j'ai une dame de 49 ans qui s'est présentée, une jeune femme, une dame guyanaise, qui s'est présentée pour manifester son intention de venir renforcer les rangs de la gendarmerie. Alors du coup, qu'est-ce qu'elle va devenir cette dame ? Malheureusement, cette dame, comme je lui ai dit, les critères ne permettent pas de la recruter, mais qu'elle peut toujours se rapprocher des gendarmes quand elle constate des phénomènes anormaux en matière de délinquance ou autre, faire remonter les renseignements. Et ça contribue à l'acte citoyen de venir nous renseigner. Un dernier mot, Major Boitel, pour finir rapidement sur les actions que vous menez justement pour toucher cette population de jeunes que vous souhaitez sensibiliser au métier de la gendarmerie. Alors écoutez, on est présent aux côtés des partenaires institutionnels, à savoir Pôle emploi, la mission locale, le Centre régional d'information jeunesse. On rencontre les jeunes lors des rencontres de la sécurité intérieure, lors de forums qui sont organisés par les lycées ou par le pôle universitaire, et de manière justement à promouvoir cette
cette démarche citoyenne envers la réserve, de manière à inciter les jeunes à venir découvrir nos métiers et de nous permettre de relever ce défi de montée en puissance de notre réserve à hauteur d'environ 300-310 personnels d'ici l'année prochaine. Alors on vous souhaite bon courage et bien sûr de réussir dans ces objectifs. Merci, à vous. Major Boitet, d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions. Merci à vous. On passe à autre chose, restez avec nous. Dans quelques instants, nous parlerons énergie verte avec un parc d'éoliennes sur le point d'être implanté dans une région de la Guadeloupe. Et puis l'artiste Sugar Kawar se livre à nous dans un portrait exclusif. L'artiste d'origine saint-laurentaise sera en concert vendredi. Entretien à suivre dans ce journal. Mais d'abord, c'est une polémique qui enfle depuis quelques jours et qui vise le rectorat. Monsieur Soquet, un professeur au collège Victor Schellcher à Kourou, avait enchaîné plusieurs contrats ces 20 dernières années en tant qu'intervenant en langue maternelle et il a vu sa carrière s'arrêter brusquement cette année scolaire. Son contrat n'a pas été renouvelé par son employeur, une situation qui a fait l'effet d'une bombe auprès de ses collègues enseignants. Une pétition en ligne a été lancée afin de pousser l'employeur à trouver une solution. On écoute un représentant syndical. On n'a pas entendu d'arguments qui seraient liés à l'activité ou au travail de M. Soquet. Le problème qui est rencontré sont les économies tout simplement. On a des petits postes, on a des petits contrats qui sont un petit peu des variables d'ajustement. Quand il n'y a plus d'argent, ce sont ces petits contrats-là qu'on supprime en premier. On ne peut pas dire à la fois constater l'échec scolaire qu'on a, constater les problèmes, l'inadaptation, les décalages, les distances qui existent entre la culture des familles, entre les cultures de Guyane et puis l'institution scolaire, et en même temps supprimer des agents qui jouent justement un rôle indispensable. On a aujourd'hui 150 personnes à Kourou qui ont signé la pétition, on l'a lancée hier, et puis on en a une 60-70 maintenant en ligne, on peut la signer sur internet. Donc ses collègues et puis plus généralement dans l'académie, les anciens élèves se mobilisent. Si d'ici vendredi on n'a pas de réponse, eh bien on sera amené à une mobilisation qui sera forte pour vendredi. J'espère qu'une solution va être trouvée d'ici là. On sait que la mairie de Kourou, parce qu'il y a tendance un petit peu à s'envoyer la balle, et le rectorat a dit c'est la mairie qui va l'embaucher. Pourquoi la mairie? Donc M. le maire François Ringuet a fait un communiqué hier en disant cette personne est depuis 20 ans en CDD pour le rectorat, il doit avoir son CDI. Je pense qu'on va trouver une solution comme ça, je l'espère. À quelques semaines de Noël, voici une petite bonne nouvelle pour les automobilistes à la pompe. Les prix des carburants sont à nouveau à la baisse en ce mois de décembre. Le gazole coûte 5 centimes de moins qu'en novembre et le super sans plomb passe à 1,44 € au lieu d'1,47 € le mois dernier. La bouteille de gaz coûte aussi moins cher. Cette fois, elle passe à 19,22 € contre 19,46 € le mois passé. Une baisse générale des tarifs qui serait due au ralentissement de l'activité économique mondiale, notamment en Chine, selon la préfecture. Et les élections, je vous le disais, approchent, mais Noël aussi. Alors chacun y va de sa communication et cela fait beaucoup d'informations pour la population. Entre publicité et profession de foi, celle-ci a un peu de mal parfois à s'en sortir et ce sont les boîtes aux lettres qui peinent aussi à s'en sortir. Elles reçoivent chaque jour énormément de papiers, énormément de courriers. Reportage en Martinique par Guy-Raphaël René. Dépliants, catalogues et prospectus publicitaires. Ici, le papier est soumis à rude épreuve au quotidien pour la fabrication à grande échelle de supports de communication. Par rapport à la fin d'année, nous produisons effectivement beaucoup plus de prospectus, de dépliants, de flyers. Tout ceci, ce sont des documents que vous retrouvez effectivement dans votre courrier en fin d'année, mais j'ai envie de dire de manière plus volumineuse. Rien que pour la période électorale, nous avons sorti plus de 2 millions d'exemplaires pour nos candidats. À ce volume s'ajoute celui des autres imprimeries. Du coup, ce sont des millions, voire des centaines de millions d'exemplaires de documents destinés aux particuliers qui sont produits chaque année en Martinique. Des supports qui passent par plusieurs réseaux de distribution. Dans cette entreprise spécialisée en la matière depuis une vingtaine d'années, on conditionne et distribue aussi bien les supports à vocation commerciale que ceux destinés à la propagande électorale. Pour exemple, en 2014, c'est 55 millions de prospectus qui ont été distribués sur l'ensemble de la Martinique, dont à peu près 12 millions en cette période de fin d'année, qui est de mi-octobre à mi-décembre avec tout ce qui est jouets, tout ce qui est réveillon, c'est 12 millions de prospectus distribués, donc à peu près 22% de notre chiffre d'affaires annuel. Sur le terrain, chaque jour, les agents de distribution déposent ces documents dans plusieurs milliers de boîtes aux lettres. Parfois, ils sont confrontés à des refus auprès de certains particuliers. On a vu ces temps-ci que le nombre de personnes qui ne veulent pas de publicité sont en augmentation,
il faut respecter le bien de la personne. Si elle ne veut pas, on n'en met pas. On est quasiment dans le monde moderne, donc c'est normal, le papier ne va pas perdurer. Des documents qui, après les boîtes aux lettres, finissent pour la plupart dans les poubelles. Dans le cadre de sa politique de réduction des déchets, un autocollant Stop Pub fabriqué par les services de la CACEM est proposé aux administrés réfractaires depuis 1 an. Aujourd'hui, chaque habitant du centre produit à peu près 400 kg de déchets par habitant et par an. Et notre objectif, c'est de réduire de moins 28 kg par habitant et par an la quantité de déchets d'ici fin 2016. Rajoutés à la publicité, tous les documents liés à la prochaine échéance électorale devraient occuper également une grande place dans les boîtes aux lettres d'ici quelques jours. Et après la Martinique, partons en Guadeloupe maintenant, où la transition verte est en marche. Valorem Caraïbes, la principale société expérimentée dans l'exploitation des énergies renouvelables, est sur le point d'implanter une nouvelle centrale éolienne à Sainte-Rose. Contestée pour son emplacement par certaines associations, cette ferme éolienne nouvelle génération sera la première installée dans la région du Nord-Pas-Terre. Regardez. C'est sur ces plaines de l'Espérance à Sainte-Rose, un site balayé par des vents forts, que seront implantées 4 éoliennes. Munies de 3 pales, les futures éoliennes, qui seront 8 en tout en comptant la zone de Bellevue, seront les premières de ce type en Guadeloupe. Et qui vont tourner beaucoup plus lentement que celles qu'on voit aujourd'hui sur les îles du Sud ou sur Grande-Terre. Et cette rotation lente des pales vont faire qu'elles sont très très silencieuses. Et aujourd'hui, la contrainte d'implantation à plus de 500 mètres des habitations suffit à prévenir tout bruit qu'il pourrait y avoir au niveau des habitations, donc il n'y aura aucune gêne à ce niveau. Des éoliennes hautes de 118 mètres et d'une puissance de 16 MW. Elles resteront alimentées en électricité pendant les cyclones pour résister aux vents forts. Cette électricité sera apportée sur le réseau d'EDF au niveau du poste source de Sainte-Rose, ce qui fait que l'électricité allant toujours au plus proche, c'est vraiment les Sainte-Rosiens qui utiliseront l'énergie produite par les éoliennes à proximité de chez eux. Le parc éolien de Sainte-Rose est le premier de la Basse-Terre. Objectif, fournir de l'électricité propre et participer à l'autonomie énergétique de la Guadeloupe. Aujourd'hui, c'est la COP21, on parle d'économie verte. Et donc, le parc éolien ainsi que d'autres structures comme les photovoltaïques, etc., sont amenés à créer de l'emploi surtout la Guadeloupe, mais surtout sur Sainte-Rose. Les éoliennes devraient faire leur apparition dans le paysage d'ici fin 2016. Et sur la route qui mène au site, certains riverains ne semblent pas avoir eu vent de ce projet. Non, je n'étais pas au courant du tout. C'est vous qui m'apprenez ça aujourd'hui. Comme on m'avait demandé pour la décharge là, j'avais dit si c'était pour donner du travail aux jeunes, je serais très contente. Mais ils vont prendre des dispositions pour que ça ne puisse pas gêner les gens. Le parc éolien de Sainte-Rose produira 25 000 MWh chaque année, soit la consommation électrique d'environ 13 000 personnes, près de 65% de la population de Sainte-Rose. En bref, maintenant, Ariane Espace reporte le lancement de l'ISA Pathfinder par Vega qui était prévu cette nuit. Nous l'avons appris cet après-midi. Un problème technique a été détecté sur le lanceur. Des vérifications doivent donc être effectuées avant de pouvoir le lancer. On le rappelle, l'ISA Pathfinder est le nouveau satellite présenté le mois dernier par l'agence spatiale. Il était en cours de préparation et fin prêt normalement pour un départ ce soir. Il est censé permettre de percer un peu plus les mystères de l'univers en se focalisant sur l'existence des ondes gravitationnelles dans l'univers. Un peu plus de détails pour y voir plus clair dans une prochaine édition. Et on finit en musique avec Sugar Kawar, de son vrai nom Alex Dossou. C'est un chanteur originaire de Saint-Laurent-du-Maroni. Bercé dès son enfance par la variété française et le reggae, il se passionne pour la musique et le chant à son adolescence en découvrant un instrument, la guitare. Aujourd'hui, artiste accompli, éclectique, qui valse entre le reggae, la dancehall, mais aussi les influences américaines comme le R&B et le hip-hop. Il sera en concert seul pour la première fois. Il a été interviewé, rencontré par Mia Pierre. Regardez. Son instrument, c'est sa voix. Musique urbaine, variété, dancehall, zouk, celui dont le nom signifie café sucré, est à l'aise sur tous les styles. Sugar Kawar, l'indorisé meilleur artiste masculin de l'année, revient en Guyane pour livrer son premier vrai concert solo. Ce que je fais est reconnu à la maison, les gens apprécient, les gens m'ont vu grandir
Donc voilà, c'est quelque chose qui me touche et qui me donne la force même pour continuer et faire encore de belles choses. Sugar Kawa a grandi avec des mélomanes, bercé dès son plus jeune âge par les notes de guitare de son père. Vous savez, au bord du fleuve un peu, il y avait des maisons sur pilotis, on était toujours posés là l'après-midi, mon père il jouait beaucoup à la guitare. Moi j'admirais quand il jouait et tout, donc il y a ça et puis il y a le fait de, voilà, quand on est au village comme ça, c'est de la musique, il y a de la musique partout, du reggae partout. C'est avec Damaniac, le groupe dancehall guyanais de référence, que Sugar Kawa fait ses premières armes. Son ami, arrangeur et compositeur, Franz, revient sur une carrière déjà bien remplie. On travaille tous les jours pour aller encore plus loin, toujours plus loin. Et puis, Sugar Kawa et moi, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. On a fait du dancehall, on a fait un tas de musique ensemble. Ensuite, il y a eu l'aventure d'Amaniac. Ensuite, il a fait ses projets solo. Donc, je l'ai suivi, je l'ai accompagné. Et on continue à bosser. Ça ne s'arrête jamais. Si l'enfant de Saint-Laurent vit depuis plusieurs années dans l'Hexagone, il n'oublie pas sa terre natale et se sert de ses textes pour passer des messages plus politiques. Pour ce pays, c'est qu'il y ait plus d'infrastructures pour que déjà on puisse moins se sentir obligé de partir pour aller accomplir des choses ailleurs et des fois ne même plus revenir. Voilà. J'aimerais que il se passe plus de choses à ce niveau-là, qu'on ait plus de chance, les jeunes, et que tout le monde trouve sa place. Son sens de la mélodie est sa plus grande force. Pour la première fois, Sugar Kawa sera seul sur scène, ou presque. Quelques amis musiciens viendront partager un morceau avec lui. Ainsi s'achève votre tranche d'informations avant de se quitter. Le rappel des titres de l'actualité locale. Le 1er décembre, journée mondiale consacrée à la lutte contre le virus du sida. Notre département reste le plus touché de France. Une séance de sensibilisation a eu lieu aujourd'hui avec les lycéens de Balata ce matin. Et les élections pour la CTG auront lieu dès ce dimanche pour le premier tour. Parmi les colistiers, des jeunes se positionnent pour défendre leurs idées. Nous avons vu les portraits d'Éline Grand-Émile sur la liste de Fabien Canavi et de José Makébé pour celle de Rémi-Louis Budoc. La gendarmerie regroupe plusieurs corps de métiers et cela est souvent ignoré entre sous-officiers administratifs, techniques ou encore les réservistes. Les perspectives de carrière sont nombreuses. Nous avons fait un panel de ces expériences possibles. Et puis, nous avons fini en musique avec l'artiste Sugar Kawa, originaire de Saint-Laurent. Ce jeune chanteur monte désormais seul sur scène après plusieurs années passées au sein d'un groupe. Je vous le disais, c'est la fin de votre tranche d'information. Dans quelques instants, à 20h, votre émission politique face à la collectivité. Ce soir, c'est le premier débat avec les invités et les présentateurs Gilles Vernet et Farouk Amri. Mais juste avant, retrouvez Dom Laquezotte et moi, je vous dis à demain.